Bonjour à tous et soyez les bienvenus à ce journal-là sur RTI 1. Commençons par cette information. Ce jeudi se tiendra à Abidjan la réunion des ministres de la Justice des États membres de la CEDEAO. Et puis ce jeudi également, les travaux de la 3e assemblée ordinaire de l'association des médiateurs de la CEDEAO fermeront leurs portes à Abidjan, réunis dans la capitale économique ivoirienne. Depuis 3 jours, ces médiateurs ont réfléchi sur la nécessité pour les médiateurs africains de jouer un rôle de premier choix dans le règlement des conflits en Afrique. En Afrique du Sud, Soweto, jadis un bidonville à l'allure aujourd'hui d'un quartier moderne, sa population est estimée à plus d'1 million d'habitants. C'est d'ailleurs dans ce quartier que Nelson Mandela a passé près de 15 ans de sa vie. Delphine Ngla nous conduit donc à la découverte de Soweto en Afrique du Sud. Chant en zoulou pour dire bonne arrivée aux touristes. Nous sommes à Soweto, le plus peuplé des townships de l'Afrique du Sud. Ce quartier est à 15 km au sud de Johannesburg. Sa population était estimée en 2009 à 1 300 000 habitants. Ici, la vie suit son cours. Des vendeurs proposent comme d'habitude un peu de tout. Les chômeurs, eux, tuent le temps sous le froid soleil de l'hiver austral. C'est à Soweto, l'énorme township que Mandela a vécu pendant une quinzaine d'années. Il dit que la première fois il a rencontré le président Mandela, c'était au stade là, le plus grand stade d'ici. If I'm correct, it was April 1993. C'était autour d'avril 1993. C'est ce jour-là vu que c'est un leader. Mandela, un leader, combattant de la liberté. Il a apporté la stabilité et la paix à l'Afrique du Sud. Madiba, il faut le rappeler, a fêté ses 98 ans le 18 juillet dernier. Une journée désormais reconnue par l'ONU. Pendant le Mandela Day, les citoyens du monde entier sont appelés à faire de bonnes actions en son honneur. Dans l'actualité africaine, en Ouganda, après 3 mois d'interruption, les négociations entre les autorités de la République démocratique du Congo, RDC, et le mouvement rebelle du M23 ont repris mardi 10 septembre à Kampala, la capitale ougandaise. Le Rwanda a été accusé par l'ONU et Kinshasa de soutenir militairement le M23. Regardez. Le ministre ougandais de la Défense tente de renouer le dialogue entre les représentants du gouvernement de RDC et les chefs de la rébellion du M23. Mais le dialogue n'est pas encore direct. La rébellion, contrainte militairement et diplomatiquement, veut ouvrir de vastes négociations. Il nous reste 3 points essentiels. La situation politique et économique, la situation sécuritaire et le point sur la mise en œuvre ou de mesures d'encadrement. Pour les autorités congolaises, il n'y a pas grand-chose à négocier. Concrètement, les problèmes qui sont ainsi adressés, c'est lesquels? Mais c'est des problèmes qui ont déjà trouvé des solutions ou sont en voie d'être résolus. La question des réfugiés n'est pas une question par rapport au gouvernement de la République du Congo. C'est une question qui est entre les mains du HCR. En rappelant cela, nous disons en même temps, ça ne peut pas constituer une raison pour ne pas déposer les armes. Quant à la traque des FDLR, ces rebelles hutus rwandais, elle relève selon Kinshasa de l'ONU. Dernier point sensible, l'intégration des hommes du M23 dans l'armée congolaise se ferait au cas par cas. Des divergences de vues qui laissent augurer de très longues négociations dans le cadre bucolique des rives du lac Victoria. Au Cameroun, soulagement après la réapparition d'enfants portés disparus à Bolunga, un village de pêcheurs de la Sanaga maritime. La disparition de 9 enfants de 6 à 12 ans avait créé l'émoi dans le village. Exténués, déshydratés, dénutris, mais vivants. Ces enfants camerounais ont passé plus de 10 jours seuls dans la forêt de Mwanko, dans la province du Littoral. Ils étaient partis chercher des escargots pour les vendre. Ils se sont perdus dans la brousse. Ils ont été retrouvés mardi, par hasard, par une femme qui s'était elle-même égarée. Je suis perdue. Ça fait encore... Ce sont les enfants là qui repartent. Tati Made, venez nous chercher. J'étais assis sur un petit endroit là. Il n'y avait pas l'eau. Il n'y avait pas l'eau, mais les pieds étaient dans l'eau. Ils étaient à combien? Ils étaient là à 8.
Ces enfants, âgés de 6 à 12 ans, ont eu de la chance d'être sauvés. Un de leurs camarades est mort noyé en essayant de traverser la rivière pour rejoindre son village. Premier soin d'urgence avant une prise en charge en bonne et due forme. Nous essayons de stabiliser leur état et on pense y être arrivé. Nous les conduirons dans un centre médical pour la suite de leur traitement. C'est enfin le soulagement dans le village de Vulunga après des jours et des jours de recherches infructueuses. Cette mésaventure a surtout suscité une vive tension dans cette région où les références à la sorcellerie restent ancrées dans les esprits. Poursuivons l'actualité sur le continent et je vous conduis en Guinée-Bissau et Libye. D'abord, faisons une escale au Sénégal où les relations entre le président sénégalais Macky Sall et son homologue mauritanien Mohamed Aziz sont au beau fixe. Le chef de l'État mauritanien en visite chez son voisin sénégalais. Aucun détail sur son programme, mais les discussions porteront sans doute sur la sécurité au Sahel et la coopération économique et énergétique. Dakar s'intéresse au projet d'extraction de gaz offshore par la Mauritanie. Le président Aziz est également très attendu par les réfugiés négro-mauritaniens. Déportés au Sénégal à la fin des années 80 après des violences interethniques, certains attendent toujours leur rapatriement. En Guinée-Bissau, pas d'amnistie pour les putschistes de 2012. L'Assemblée nationale rejette ce projet destiné, selon les autorités de transition, à apaiser le climat avant les élections. Les députés du parti PAIGC ont voté contre, sans surprise. Pas question d'absoudre les auteurs du coup d'État qui a privé leur champion, Carlos Gomes Jr., du deuxième tour de la présidentielle. Amnistier les militaires et leurs complices civils favoriserait l'impunité, ont dénoncé des militants de la société civile et des droits de l'homme. Attentat à Benghazi, 1 an jour pour jour après l'attaque contre le consulat américain. Une voiture piégée a explosé ce mercredi devant un bâtiment lié au ministère libyen des Affaires étrangères. Pas de victimes humaines, mais d'importants dégâts matériels. 1 an après l'attentat qui a coûté la vie à 4 Américains, dont l'ambassadeur, l'enquête piétine, les coupables n'ont toujours pas été arrêtés. Depuis, la sécurité à Benghazi ne cesse de se dégrader et les assassinats ciblés se multiplient. Ils sont très nombreux, les chrétiens catholiques qui se rendent chaque année à Lourdes en France pour le pèlerinage annuel. Mais différentes étapes importantes sont à observer pour effectuer ce pèlerinage. Découvrons ces étapes avec Thérèse Tapeyoboué. La procession est la première étape que les délégations observent après leur arrivée à Lourdes. Elle débute de l'hôtel où chaque délégation a été accueillie jusqu'à la grotte de Massabielle, où la Vierge est apparue 18 fois à la petite Bernadette Soubirou. Pendant cette procession, une grande bougie aux couleurs du pays est portée par des hommes. Cette bougie représente la douleur, le fardeau, des difficultés d'un peuple qu'on dépose dans les saintes mains de la Vierge Marie. Une manière pour lui dire qu'on vient pour solliciter son secours. Il s'agit aussi de se rapprocher de son Fils Jésus qui invite à une conversion profonde dans le renoncement de soi-même, dans la pénitence, dans l'écoute et la pratique de sa parole qui éclaire la vie de chaque chrétien. Une autre étape consiste au toucher de la grotte de Massabielle où l'on fait monter prière et intention. Ensuite, c'est le bain. L'esprit de maladie, de n'importe quoi, tout est resté dans le aujourd'hui. Donc j'ai une grâce à Marie. Ça fait des années que je ne me suis pas lavée à l'eau froide. Et j'avais tellement peur. Bizarrement, je me sens bien. Voilà, je suis fortifiée, je suis guérie. Également, le chemin de croix. Chemin parcouru par Jésus de sa condamnation jusqu'à sa mort. Un chemin qui invite le chrétien à prier pour tous ceux qui sont écrasés par l'intolérance, la méchanceté, le poids des blessures de la vie. Un chemin qui appelle le chrétien à se relever comme Jésus sur le chemin de sa passion et à rencontrer le regard de tendresse de Marie, la bienheureuse. Et de Lourdes, on va en France où se déroule en ce moment, on va à Nice, pardon, où se déroulent en ce moment les Jeux de la francophonie. Le concours de création écologique a atteint sa phase pratique avec la présentation des trouvailles, des recherches. Les créateurs ont bénéficié hier de 15 minutes pour convaincre les participants. C'est ce que nous dit Sébastien Ougna.
5 pays sont représentés au concours de création écologique. Le Niger, le Liban, Seychelles, la France et la Côte d'Ivoire. Pour séduire le jury, la Côte d'Ivoire a proposé le vermicompost. C'est de l'engrais obtenu à partir de l'association coque de cacao plus ver de terre. L'avantage dans ce cas d'espèce, c'est que nous avons la possibilité d'utiliser ces engrais pour produire et du maraîcher et du vivrier et même fertiliser les champs pour l'agriculture cacaoyère. Il fallait trouver quelque chose qui allait permettre aux planteurs de produire durablement sans trop dépenser. La France, à travers Delphine Thibault, s'est intéressée à la fabrication de papier obtenu des déjections des éléphants. Avec le scientifique kényan et puis une étude suite donc au diagnostic, nous avons proposé de développer donc ce papier recyclé qui avait déjà été expérimenté en Asie et nous voulions le remodéliser en Afrique. Cyril Najar du Liban, grâce à sa valise solaire, veut atteindre cet objectif. Donc pour ce concours, nous présentons une unité solaire pour l'électricité qui va permettre à des villages ou bien des réfugiés ou bien des pays émergents de guerre de s'approvisionner en électricité propre. Chaque pays a défendu sa trouvaille avec bien entendu les meilleurs arguments. Objectif, remporter le meilleur prix. Un mot de sport dans ce journal. Thomas Bach est le nouveau président du Comité international olympique. L'Allemand a été élu ce mardi au 2e tour et prend la place de Jacques Rose. Regardez. Thomas Bach. Le très puissant Comité international olympique a élu mardi à Buenos Aires son nouveau patron. Il a choisi sans surprise un homme du sérail, l'actuel vice-président du CIO, l'Allemand Thomas Bach. Un avocat d'affaires, mais aussi un homme d'expérience, ancien champion olympique d'escrime aux Jeux de Montréal. Le conclave olympique n'a eu besoin que de 2 tours de scrutin pour trouver le successeur de Jacques Rogge, qui a incarné le CIO durant 12 ans. Thomas Bach est un candidat consensuel dans l'ombre du comité olympique depuis plus de 20 ans. C'est certainement un très bon choix. Tout le monde le connaît. Thomas était un excellent candidat avec une expérience très forte. C'est aussi un ancien athlète et il peut certainement apporter beaucoup au mouvement olympique. Thomas Bach hérite d'une institution solide financièrement avec un trésor de guerre estimé à 900 millions de dollars. Il entend poursuivre la lutte engagée contre le dopage. Quant à sa position face aux dictatures et aux atteintes aux droits de l'homme, elle risque d'être là aussi dans la continuité de son prédécesseur. En tant que ferme opposant du boycott partiel des Jeux olympiques de Moscou et en tant que victime de ce boycott, j'ai expérimenté l'impuissance du sport à agir sur le politique. Thomas Bach affirme vouloir se tourner vers la jeunesse afin de l'encourager dans la pratique sportive plutôt que de simplement consommer du sport à la télé ou sur Internet. Mais son premier défi sera d'assurer le succès des prochains Jeux olympiques d'hiver qui débuteront dans 5 mois à Sotchi, en Russie. Retour en Côte d'Ivoire pour terminer ce journal par cette information en images. Un conseil des ministres s'est tenu hier mercredi au palais présidentiel. Cette rencontre a été sanctionnée par l'adoption par le président, par le gouvernement du projet de loi relatif au financement des partis politiques. Alors 2 milliards de francs CFA, c'est la somme qui sera allouée pour le financement des partis politiques en Côte d'Ivoire. Et c'est l'une des grandes décisions prises lors de ce conseil des ministres. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur rti.ci. L'info continue.